Et on va d'abord accueillir les 5 finalistes. Donc tout d'abord Clara Fargal, Léa Gepa, Paul Boulet, François Charlier, Catherine. Donc déjà, je pense qu'il faut les féliciter pour leur courage de passer devant vous ce soir. Il y a un étudiant en master, en deuxième année de master à Sciences Po qui a fait le concours de Sciences Po d'éloquence. Il a gagné. Comment? Non, il n'a pas gagné, mais il a... L'ancienne directrice régionale de la Chambre des notaires d'Aquitaine. Mais ils sont super nombreux. Il va en avoir 6 ou 7. La finale sera dans l'espace du voisin, salle pleine. 8 membres de jury assez chiadés, et l'équipe de tournage tout sera là, ça va être... Et nous, on pourra aller là. Surtout comment on peut introduire des temps de silence. Je pense que c'est ça qui fait vraiment les petits leviers dans les discours, mais ne brûlons pas les autres. Et mais c'est pour ça que je vous demande de me faire... Ok, non. Mais non, mais ça se... Pour répondre par exemple le champ lexical du voyage, pour dire comment tu passes de l'adolescence un peu à l'adulte. Rien que pour... peut-être avec... Quels sont les mots là? Ouais, c'est ça, quels sont les mots? Quels sont les bons mots peut-être? Oui, Après, ça dépend de la complexité du sujet aussi. J'ai pensé à vous, j'ai mis un petit... Oui, voilà. Si tu tombes sur un truc de l'entrée. Ça, vous pouvez garder la feuille. Ne faites pas, tu fais ce que tu veux. Oui. On n'est pas obligé d'avoir une fiche avec nous ou quoi que ce soit. Non, je t'invite quand même à travailler un peu. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut apprendre des axes qu'on veut. Ah oui, bien sûr. S'entraîner à l'oral, mais on n'est pas obligé d'avoir. Oui, Ce que je faisais avant, c'était que je chronométrais et je regardais à peu près combien de temps ça durait. Si c'était plus que 5 minutes, j'enlevais des paragraphes, enfin j'enlevais des idées. Si c'était moins, je rajoutais des idées. C'est d'avoir une posture plus ou moins stable, faire des gestes, une voix toute forte, une bonne diction. Regardez son public, et la parole est à Philomène. Sa taille est élancée et sa démarche de femme d'affaires fait tomber de nombreux hommes à ses pieds, mais malheureusement personne ne lui arrive à la cheville. Donc pour résumer, notre jeune donzelle est très charismatique. Nonobstant, nous ne sommes pas superficiels et nous allons donc élaborer aussi d'autres aspects de sa personnalité. Ta chevelure soyeuse m'illumine chaque jour. Tes taches de rousseur provoquent chez moi un sentiment indescriptible de désir. Tes qualités pour les mathématiques m'émeut en termes de jalousie. Ton déhanché me bouleverse au point de me cacher les yeux à chaque nouveau pas. Chaque clin d'œil amplifie cette adoration que j'ai pour toi. Tes rugissements me donnent l'illusion d'être en Amazonie. Je remercie chaque jour Audrey et Pierre-François de t'avoir mise au monde et de permettre chaque jour de t'observer, notamment avec ton doux visage. Enfin, je désire chaque jour de mon humble existence être à tes côtés pour manifester la pluralité de mes sentiments ressentis. Je me dis que c'est toi.
Clara, divine Clara, par où commencer quand il s'agit de te décrire? Les mots seuls sont-ils suffisants pour te saisir? Que pourrais-je mentionner qui puisse te faire rire? Ta passion en débat provoque en moi des transports, à la hauteur de la rougeur de tes joues, tes traits d'eyeliner d'une précision à la Hokusai m'émeuvent chaque jour un peu plus. Tes boutades toujours à propos me font rire aux larmes, et ta bonne cuisine indescriptible. Mais pourquoi on est là? On est là pour s'entraîner pour notre concours d'éloquence qui est la semaine prochaine. Donc, la première fois, on a pris une première fois la parole, donc c'était pas trop non plus tourné vers le concours d'éloquence puisqu'on a présenté nos camarades. Ok. C'était à l'oral. Ok. On va avoir une sorte de largeur de bassin là, au niveau des pieds, pas trop grand. Donc pas première. Juste largeur de bassin. On ne croise pas les mains. Tout va bien. On a les genoux un peu lâches. Ok. Genoux un peu lâches. Donc il est détendu des genoux, John. Ok. J'ai dans mes mains une énergie que je ne peux garder pour moi. Elle va circuler de droite à gauche. Bloc. Si je bloque, je change de sens. Miroir, miroir. Je bloque, je change de sens. Donc là, tu vois, c'est pas compliqué. Et évidemment, je dis bloc. Qui veut commencer? Voilà. Donc Romain. Ça. Baptiste. Louise. Marie, j'ai pas demandé. C'est bon, c'est ça que j'ai pas demandé. Oui, il y en a qui j'ai pas demandé, pardon. Byzance. Non, c'est Paul. Paul. Oui. Constantin. Je sais qui. C'est la bonne lettre, la première. C'est la bonne lettre. Vas-y, dis ton prénom. François. François. Clara. Elisa. Mathéo. Et Alexandre. Ok. Jérémy. Ok, allez. Faisons tous face au dos d'Adrien. On va dire que c'est toi qui vas commencer, Adrien. Ok. Donc le jeu commence à partir du moment où Adrien va se retourner et nécessairement s'adresser à Romain. C'est un jeu complexe, qui se repose sur des principes. C'est une sorte d'improvisation. Hein. Un jeu d'impro qui utilise la diarrhée verbale. Il ne s'agit pas de. Hein? D'accord? Une diarrhée verbale, qu'est-ce que c'est? Une logorée. Une logorée verbale. C'est-à-dire que la parole ne s'arrête pas et on ne prend pas le temps de respirer à l'intérieur de sa pensée, la pensée fuse, et on ne peut pas s'arrêter de parler puisque c'est une diarrhée verbale. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Et le discours ne peut pas s'arrêter du moment où l'animateur assis ou présent ici ne peut pas s'arrêter. Si lui tape dans les mains, là c'est bon. Quand je tape dans les mains, Adrien pourra se retourner, cesser sa diarrhée. Ok? Et ça sera à Romain de s'adresser à Baptiste. Baptiste, c'est pas son tour, et puis Louis, et puis Marie. Le sujet, c'est une déclaration d'amour. Alors, si vous voulez changer de place encore. Non, justement, le hasard a fait que vous allez devoir déclarer votre amour pour la personne dans laquelle vous allez vous retrouver. Bien. Bonjour, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais à chaque fois quand je te regarde sortir de physique, je tombe amoureux de toi. Et il n'y a pas suffisamment de planètes dans notre système solaire pour montrer à quel point je t'aime. Il dira jamais oui. Il faut continuer. C'est pas fini. J'espère qu'on se reverra et que tu acceptes qu'on se marie. Voilà la vague de nos fiançailles. Voilà la vague de nos fiançailles. J'espère qu'on se retrouvera bientôt et que nous vivrons longtemps et que nous adopterons des enfants. Vite, 3 tours. Et si on va enchaîner vite?
J'aimerais bien faire une analogie avec les voitures parce que c'est ce qui parle le plus. Donc en fait, il y a deux types de voitures, il y a les Fiat qui là et les... Allez, c'est une Ferrari, donc la Ferrari, elle vole, elle a le booster. C'est faux. Entendez-nous bien. Pour l'instant, vous respectez la consigne principale qui est la logorée ne doit pas cesser et je dois sans cesse renouveler ma pensée pour pouvoir créer du discours, etc. en permanence prévu. Vous faites cependant, là pour l'instant, une erreur, à mon sens. Vous n'êtes pas là pour vous convaincre l'autre qu'elle vous aime, ou qu'il vous aime, ou que vous l'aimez, ou je ne sais pas quoi. Vous n'êtes pas là pour convaincre une audience, tous ces gens-là, qui étaient ici, qui ne sont pas dans le contexte de l'histoire, à partir du moment où je me retourne vers ma camarade. Ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, vous jouez un peu pour les autres et un peu pour vous-même. Ah, je vais être drôle. Il faut que je trouve quelque chose de drôle. Je vais le faire rire. Ça marche, vous êtes drôle. Moi-même, j'ai rigolé. C'est pas le but de l'exercice. C'est pas un exercice où il faut convaincre. Il faut se convaincre soi-même aussi. Vraiment, je ne sais pas comment te le dire. Tes lunettes, depuis tout à l'heure, je te regarde, je suis tombé, mais raide, dingue. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je tremble, je te jure, je tremble. Et te voir comme ça en débardeur, et toi, ton bleu, j'essaie d'être au plus proche d'une sincérité un peu feinte, hein. Mais si je me mets à rire, ça trahit que je me suis trop écouté, ou que je m'aime trop. Je m'aime trop. C'est bon. Bon, Marie, on se connaît depuis peu, mais bon, je voulais t'avouer quelque chose. Je crois que je ressens plus de l'amitié pour toi et je sais que ça peut te paraître bizarre parce qu'on est juste amis et que t'es une fille, moi aussi je suis une fille, mais voilà, je crois que je t'aime. Chaque fois que je repose mon regard sur le tien, j'ai des papillons dans le ventre, je sens un truc nouveau que j'ai jamais ressenti auparavant et l'autre jour je t'ai croisé et j'avais pensé te dire quelque chose. On peut interdire aux arbres de pousser, on peut interdire aux oiseaux de voler, on peut interdire aux rivières de couler, mais on ne pourra pas interdire à mon cœur d'arrêter de m'aimer. Toi, je crois que je suis amoureuse de toi. Constantin, toi qui es à la ville, le nom d'une ville si grande et si belle, qui fut si belle jadis, je voulais te déclarer ma flamme en fait, voilà, tes cheveux qui ressemblent à du sable. Ils sont vraiment magnifiques et voilà, ils brillent au soleil et à la lumière et ça me fait de l'effet, voilà. Et voilà, tes yeux bleus aussi qui sont bleus comme la mer sur le sable, ça fait un contraste vraiment magnifique et puis voilà, j'ai pas résisté. Clara, aujourd'hui, après tant de jours, tant d'heures passées à tes côtés, j'aimerais te dire qu'une chose que je ressens en moi, c'est mon amour pour toi, pour tes yeux, pour ta joie, pour ton bonheur, pour tout le temps que je passe à tes côtés. Certes, nous avons un an d'écart, mais je ne compte pas. Là, c'est bon. Si les adultes demandent toujours aux enfants ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands, c'est parce qu'ils cherchent des idées. Nombreux ont été les rêves qui nous ont traversé l'esprit pendant notre jeunesse. Aller dans l'espace, remonter le temps, être millionnaire. Oui, certains avaient déjà le sens des affaires. Et plus simplement, pour les plus réalistes, devenir pompier, policier, maîtresse, actrice. Et pour les plus insouciants, Superman, princesse ou même chevalier. Pour ma part, c'était plutôt pilote d'avion ou archéologue. Puis le temps s'écoule, et tous ces petits garçons et petites filles grandissent. Et à cette même question, les réponses évoluent. Et aujourd'hui, nous aurions plutôt tendance, à mon âge, vouloir entrer à Ginette ou Montaigne pour intégrer une grande école telle que Polytechnique, Centrale Paris ou HEC. Mais vous allez me demander où est-ce que je veux en venir. Eh bien, m'y voici. Aujourd'hui, cette question, maintes et maintes fois répétée pendant notre jeunesse, prend tout son sens. Je m'explique. Ce dont nous rêvions peut alors devenir réalité, seulement par la prise d'une décision. Nous sommes arrivés au terminus de notre enfance, à ce stade où le rêve peut devenir réalité, à ce stade où nous devons prendre des décisions. Messieurs, mesdames, je vous invite alors à prendre part au voyage que je vais vous conter. C'est celui d'un jeune adulte vers sa nouvelle vie, vers de nouveaux horizons, débordant d'ambition, d'imagination et d'aspiration.
Rêver, c'est la genèse. Tout est et semble possible lorsque nous rêvons. Alors, posons les choses tout de suite. Il y a le rêve que nous faisons lorsque nous dormons, celui où j'embrasse tendrement Nathalie Portman, et le rêve que l'on fait éveiller. Vous savez, ce rêve que l'on fait lorsque nous sommes égarés, que nous avons les yeux dans le vide, et lorsque l'on s'imagine un avenir radieux avec un sourire en coin. C'est pour cela qu'Antoine de Saint-Exupéry écrivit « Fais de ta vie un rêve, et de ton rêve une réalité ». Et là, vous vous dites « Super, quelle ambiance! Le petit François, il nous fait une crise de morale. Super, j'aurais bien fait de rester chez moi et de regarder un documentaire sur la vie sexuelle des crevettes. » Mais quitte à être là aujourd'hui devant vous, autant être moi. Je pars, et chanceux que vous êtes, je vous emmène avec moi. Il est temps de prendre nos bagages, de nous envoler et de faire nos adieux à notre enfance. Adieu insouciance, adieu espérance, adieu ignorance. Mais où ce périple nous mènera-t-il? C'est peur que nos convictions, décisions ne soient que des prisons, que ces aspirations ne soient que des désillusions. Je refuse de faire un choix comme un enfant qui refuse de choisir une sucette devant lui par peur d'être déçu par le goût de celle choisie. Mais sachez que ce voyage, avec ou sans naufrage, avec ou sans escale, aboutit quoi qu'il en coûte dans un nouveau monde. Un monde dans lequel l'adulte comme l'enfant rêve. Un monde dans lequel nous devons rêver. C'est la raison pour laquelle les adultes demandent toujours aux enfants ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands. Messieurs, mesdames, j'ai un rêve. Je rêve d'un monde dans lequel l'enfant ne grandit pas trop rapidement. Je rêve d'un monde dans lequel la politique et l'argent ne sont pas les nerfs de la guerre. Je rêve d'un monde dans lequel avoir un bac, une maison, 2 enfants, un chien, et pourquoi pas une Porsche, n'est pas ce que la société appelle avoir réussir sa vie. Je rêve d'un monde aux côtés de Nathalie Portman, ou Margot Robbie, ou même Scarlett Johansson. Ça n'a jamais tué personne de rêver. Finalement, je rêve d'un monde où chacun fait sa part, où chacun rêve. Chaque individu se sent plus utile lorsqu'il travaille. Prenons l'exemple d'un auxiliaire de vie. En travaillant, il rend service à plusieurs personnes et éprouve une sensation de satisfaction à la fin de sa journée. Et cela tout le long de sa carrière. Le travail permet de se découvrir. Comment développer ses capacités sans travailler? L'exercice nous permet de nous rendre compte de ce que nous aimons ou pas. Cette découverte de soi, grâce au travail, nous permet à présent de nous concentrer sur des domaines que nous affectionnons tout particulièrement. Comment pensez-vous que j'ai découvert que je détestais les sciences dures? Eh bien, par l'exercice de ces disciplines qui me sont imposées depuis quelque temps maintenant. Cependant, la réforme du bac m'est favorable. Ma spécialisation dans des matières que j'apprécie me rend heureuse. Je travaille par plaisir et non par obligation. Et vous? Comment avez-vous découvert que l'enseignement est quelque chose qui vous plaisait? Par le travail, je suppose. Enfin, le travail développe des liens de sociabilité. En effet, il met en relation différents individus qui créent des affinités. Les pompiers travaillent constamment ensemble, ce qui leur permet de se familiariser avec leurs coéquipiers. Et je vous le demande, ne pensez-vous pas que l'entourage est l'une des choses les plus primordiales pour atteindre le bonheur? J'exclus évidemment les plus insensibles d'entre nous. Permettez-moi de prendre l'exemple de la retraite. Bien que cet exemple soit encore très éloigné de moi, et heureusement. Une fois à la retraite, les personnes âgées cherchent à se renouveler. Elles cherchent à travailler leur forme physique, à travailler leur forme mentale. Les activités pratiquées pour combler ce vide leur permettent de conserver ce lien de sociabilité nécessaire au bonheur. Ainsi, nous pouvons voir ici que le travail apparaît comme essentiel pour notre bon fonctionnement. Ainsi, même si le travail peut être primitivement associé à la contrainte ou à la punition, il assure une certaine stabilité et un épanouissement personnel.
Et d'ailleurs, voyez-vous, pour être ici aujourd'hui avec vous, j'ai moi-même travaillé. Et je peux vous l'assurer, la joie d'exprimer ma pensée devant vous est synonyme de mon bonheur. Je souhaite vous demander une dernière chose. En effet, puisque tout travail mérite salaire, je vous prie, juré, de faire honneur à ce proverbe. Mais n'ayez crainte, je ne vous facturerai guère de dépassement d'honoraires, car je sais que cela altérerait à votre vie active et heureuse. Merci pour votre écoute. Il faut parfois mieux être ignorant. Mesdames, messieurs, bonjour. Il faut parfois mieux être ignorant, et je vais illustrer mes propos en vous racontant une histoire. Cette histoire, c'est celle d'un enfant. Un enfant âgé de 9 ans qui rentre de l'école. Son professeur lui a donné une lettre qu'il doit remettre à sa mère. Alors il rentre, donne cette lettre à sa mère. Celle-ci la lit silencieusement, les larmes aux yeux, et lui dit: il est écrit, votre enfant est un génie, et cette école est trop petite, ses professeurs sont trop incompétents pour t'éduquer. Alors, il faut que vous fassiez votre éducation par vous-même. De nombreuses années plus tard, cet enfant, qui n'est plus un enfant maintenant, après la mort de sa mère, retrouve cette lettre. Il lit cette lettre et il est écrit: votre enfant est nul, il est déficient. On pense qu'il est atteint de troubles mentaux et il ne sera plus accepté à l'école. Savez-vous qui est cette personne? Qui est cet enfant à qui on a écrit ça? Eh bien, c'est Thomas Edison. Alors, pensez-vous que si sa mère ne l'avait pas maintenu dans l'ignorance, il aurait eu la confiance en lui et en ses capacités nécessaires pour inventer tout ce qu'il a inventé, pour inventer l'ampoule électrique qui fait que vous me voyez aujourd'hui, ou bien d'autres choses? Lui avouer ce qui était écrit, n'aurait-il pas plongé dans un mal-être, un moment crucial où l'on commence à prendre confiance en soi? Doit-on accuser sa mère de lâcheté, ou plutôt d'héroïsme, comme il le dit? L'ignorance n'est donc pas que sottise et naïveté, mais aussi confiance et création. Quand on parle d'ignorance, on pense souvent au manque de connaissances. Mais ces connaissances ne sont pas que science ou histoire, pas que mots ou chiffres, pas que paroles ou pensées, mais aussi les connaissances de ce qui se passe chaque moment dans ce monde. Hier, je me levais, consultais les informations. Une jeune adolescente de 14 ans, portée disparue. Ce pourrait être ma sœur. Des milliers de morts encore du coronavirus. Des familles brisées. Des enfants tués qui méritaient sûrement bien plus de vivre que moi. Alors je vous le demande, cher jury, comment peut-on être heureux? Comment peut-on savourer un moment quand on a connaissance de ce qui se passe chaque seconde, que chaque mot que je prononce en plus, une personne meurt. Une personne est triste, plusieurs personnes sont tristes. Comment dormir en paix, quand chaque minute, des cœurs sont brisés? Alors je préfère rester jeune et ignorant, à sourire aux inconnus, que d'être rongé par des connaissances que je ne peux contrôler et qui, chaque jour, m'afflige ce sentiment de lâcheté. Mark Twain a dit « Tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans la vie est l'ignorance et la confiance.
Alors, si aujourd'hui, vous me donnez la confiance, il ne me restera plus que l'ignorance à trouver. Merci. Donc les candidats avaient un seul thème, très court, et des règles entre 6 et 9 minutes par présentation pour proposer un discours qu'ils vont présenter aujourd'hui. Et on va d'abord accueillir les 5 finalistes. Donc tout d'abord Clara Fargal, Léa Gépa, Paul Flouet, François Charlier, Jacques Marie. Alors bonsoir tout le monde, ce soir nous aurons un jury d'exception. On va commencer avec Véronique Aubert-Patalavigne. Ensuite nous aurons Hugues Martin. Laure Babin. Hugues Bernard. Cyril Jabert. Et enfin, Monsieur Louis Lourme. Monsieur. Alors je dis quelques mots d'introduction. Je tourne les pages mais il n'y en a pas trop. Je dis quelques mots pour dire bienvenue à tout le monde tout simplement. Pour dire aussi l'idée qu'on se fait de l'importance de l'oral à Tivoli. J'en donne juste une illustration sur le programme de la semaine. Il y a eu le théâtre en seconde, hier, aujourd'hui. Il y a cette finale. Il y a le théâtre en terminale, jeudi. Il y a la disputatio des terminales. Voilà. Et je ne le dis pas pour dire que ici il y a plein de trucs. Évidemment, ici il y a plein de trucs. C'est une chance. Mais je dis parce que je crois que l'oral a un bénéfice particulier, et je le dis vraiment très tranquillement en vous regardant. Moi, je suis ravi que vous preniez part à cette finale, évidemment. Il y a un bénéfice à travailler l'oral dans un établissement scolaire. Il y a un bénéfice dans le cadre éducatif. Il y en a deux, je pense. D'abord, pour celui qui parle. C'est une forme d'assurance qu'on prend, une forme de confiance qu'on gagne, une forme probablement aussi de conscience dans l'importance de la parole. Donc, premier bénéfice pédagogique qui est le plus visible, ça va de soi. Puis il y a un bénéfice pour celui qui écoute, pour celui qui voit un père, qui voit un camarade prendre la parole, tremblant ou pas du tout, très confiant ou un peu moins. Voilà. Donc double bénéfice. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, accablés, terrassés, effondrés, isolés dans l'obscurité, sont peut-être les mots qui vous viennent à l'esprit pour qualifier l'année 2020. Une année noire. Ah, ce véritable enfoiré. Nombreux ce soir sont ceux peut-être partageant le ressenti d'une formidable année 2020. Mais si nous nous interrogions autrement, si cette formidable année 2020 ne serait-elle pas formidable d'un réveil des consciences collectives et personnelles? Il suffit d'une rencontre pour changer une vie.
Et si ce soir, votre destin tombait entre les mains d'un inconnu, lui feriez-vous confiance? Ce soir, permettez-moi de vous retracer, de vous narrer cette année passée. Aujourd'hui est la première page blanche d'un livre de 366 jours. Dans les villes, dans les campagnes, un odieux ennemi brime la liberté, s'empare de nos vies et nous prive de nos envies. Être privé de nos parents, de nos enfants, de notre famille, de nos amis, de nos collègues, a créé une profonde abysse permettant de comprendre que l'essentiel, c'est d'être bien entouré. Étrangement, l'espace d'une année, le temps s'est arrêté de s'écouler. Et nous avons compris qu'il a brisé cette routine, ce train-train quotidien, afin que nous puissions voyager en nous questionner et chercher, rechercher cette quête intérieure du bonheur. Il a permis aussi des avancées majeures dans le monde du travail. Nous avons enfin trouvé une solution à ce fameux dilemme travail, famille. Alors, peu importe, me direz-vous, ce n'est qu'un détail de l'histoire. Mais l'importance, c'est de savoir saisir ces opportunités, ces rêves. Car il n'est jamais trop tard pour repartir à zéro. Jamais trop tard pour être heureux. Car oser, c'est perdre ses repères, tandis que ne rien faire, c'est être sûr de ce que l'on fera demain. Alors, nous avons osé explorer des avenues que nous n'avions jamais osé explorer. Et finalement, on a appris, sur le plan individuel, à apprécier les choses ordinaires, et sur le plan collectif, à nous libérer des carcans. Alors, l'essentiel n'est-il pas d'aimer nos proches? L'essentiel ne serait-il pas d'agir, de ne pas nous reposer sur nos acquis? Ouh là là, je vois qu'au 4e rang on décroche, on reste accroché s'il vous plaît. Je tourne une page de mon carnet et je continue de reprendre le fil de ma rédaction. 2020 n'est pas l'apocalypse, mais la sérénité, le calme. De quoi se renouer, se reconnecter avec la nature. Même si cet odieux ennemi commun à tous a brisé, déchiré des familles, il a aussi permis de réduire les émissions de CO2 et de laisser place à notre biodiversité. Ainsi, la question climatique n'a jamais été autant mise en avant. Dans nos villes endormies, des oiseaux se sont réveillés. Mon voisin Romain, jeune enfant du haut de ses 13 ans, depuis le rebord de sa fenêtre, photographie des oiseaux qu'il n'avait jamais observés. Alors, malheureusement ou heureusement, je ne sais plus trop quoi en penser, pas de pangolin en vue. Il a plutôt redécouvert le chant des oiseaux et a appris à les reconnaître. Il leur parle aussi. Va, cours, vole, petit oiseau. Il se questionne aussi si le silence le pousse à tendre davantage l'oreille. L'essentiel ne serait-il pas de vénérer la nature? 158e jour de cette année 2020, je me dois de noter, de graver dans les mémoires et dans l'histoire cette triste et célèbre phrase « I can breathe ». Je ne peux pas respirer. Un phare d'espoir pour des millions de Noirs marqués par les flammes d'une injustice foudroyante et qui annonçait une aube joyeuse, une aube de prise de conscience. Alors peu importe, me diriez-vous de nouveau, riche ou pauvre, blanc ou chinois, l'année 2020 est une année d'humour, de beauté, de bienveillance et de résilience humaine. Une année d'entraide mondiale, marquée par la solidarité plus que jamais présente. Alors, l'essentiel ne serait-il pas de préserver liberté et fraternité? Septembre. Ah, septembre, que le temps semble avoir repris sa vitesse de croisière. Quel merveilleux mois pour aller vers de nouveaux horizons, débordant d'ambition, d'imagination, d'expérimentation et d'évasion. Cette année, j'ose écrire, retranscrire que l'homme a su s'adapter face à ce monstrueux ennemi. En moins d'1 an, les avancées scientifiques nous ont permis de trouver la clé, un vaccin. Et Dieu sait le nombre de stars de maladies que nous avons pu entendre à la télévision ou la radio. Alors entre nous, au fond, l'essentiel n'est-il pas de faire société? 366e jour d'espoir, à l'heure où les horloges sonnent minuit, l'heure de la
la fin de ce récit a sonné. Un dernier regard dans le rétroviseur sur l'espace-temps d'une année passée. À l'heure de faire un bilan sur 366 jours écoulés, 2020 n'obtiendra pas un 20 sur 20. Mesdames et messieurs, finalement, il est injuste de se complaire dans l'idée que nous ayons vécu la pire année qu'ait connue l'humanité. Car, permettez-moi, de vous rappeler rien que dans ce dernier siècle, 14-18, ou même 39-45. Et puis, les candidats à cet honneur sont bien trop nombreux. Alors, est-ce dire pour autant que 2020 fut parfait? Non, car vous savez, la perfection en soi, ça n'existe pas. Et puis, comme disait Fénélon, c'est une perfection de n'aspirer point à être parfait. Alors, apprenons à célébrer les exploits de la science, les perspectives encourageantes et les avancées sociétales. Car je me permettrai de glisser une toute dernière note dans ce carnet pour les voyageurs dans le temps. Évitez quand même 2020. Mesdames et messieurs, l'essentiel est que 2020 est un scénario digne de science-fiction. Que cette année ne sera pas celle où on obtient tout ce que l'on veut, mais celle où on apprend à apprécier tout ce que l'on a. Alors, n'oublions jamais, comme nous y invitait l'écrivain Jean Dutour, que dans les situations désespérées, la seule sagesse est l'optimisme aveugle. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, merci d'avoir écouté le récit d'un jeune. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment pourrions-nous dire que 2020 ne fut pas l'année parfaite? Il serait bien trop simple de privilégier la peine, le mal-être, l'inconfort pour quiconque souhaiterait faire primer le chaos. Toutefois, nous ne sommes pas égoïstes et sauvages. Il est normal que nous ressentions des émotions négatives. Pour autant, il est inacceptable de les laisser nous envahir, nous engorger et nous noyer. Nous devons toujours, oui toujours, tenter de nous rappeler la joie, l'effort et l'ardeur dont nous avons fait preuve parmi les moments les plus difficiles. Alors, il serait grave, oui tellement grave, de dire que 2020 ne fut pas l'année parfaite. Cela bouleverserait le cours des choses, du temps, de la vie. C'est pourquoi je me tiens devant vous aujourd'hui, pour rétablir la vérité. Saviez-vous que nous partageons tous et toutes aujourd'hui, dans cette salle, une chose profonde, unique et merveilleuse? Comment cela est-il possible que des individus aussi différents soient-ils, de taille, de couleur, de caractère, de sexe ou bien encore d'âge, puissent avoir une base commune? Eh bien, laissez-moi vous conter l'histoire de ce trésor que nous possédons tous, sans parfois en avoir conscience. Fruit de l'amour passionnel, donné, ou devrais-je plutôt dire, prêté, pour un instant toujours trop court, qui éclot et s'épanouit au fil du temps. Un mot si simple, composé de 3 lettres, une consonne contre 2 voyelles, avec une sonorité vive, comme un bref coup de sifflet, inébranlable et indescriptible est sa portée, toujours immense et qui jamais ne s'enlaidit. On la nomme vie. Vous comprendrez que cette dernière est précieuse, véritable bijou d'orfèvrerie. Elle est le plus bel espoir de tous ceux qui préfèrent croire. Oui, cette notion est importante, car nous, vous et moi, ne faisons pas partie de ceux qui baissent les bras à la moindre averse, de ceux qui périssent au moindre torrent, ou encore de ceux qui abandonnent dès qu'une tempête est annoncée. Non, car nous préférons nous battre, lutter, résister. Nous choisissons de vivre réellement. Mais que cela veut-il dire? Et comment moi, simple lycéenne bordelaise habitant la planète Terre, puis-je prétendre connaître
ce qu'est réellement la vie. Eh bien, pardonnez-moi la voix intimiste que nous allons dorénavant emprunter, mais je suis obligée d'exprimer mes sentiments les plus sincères pour vous faire comprendre ma pensée. Vous ne le savez peut-être pas, mais pour la première fois en 2020, j'ai été amoureuse. Que c'est attendrissant. Je suis d'accord avec vous, mais je n'ai pas aimé n'importe qui. Non, ça c'est certain. Puisque je suis tombée amoureuse de ma vie, des yeux pétillants de ma mère, des blagues de mon père, des rires, des sourires et des charmes des passagers du temps, des pas des passants, des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. De chaque geste et de chaque mot, de chaque minute, heure ou seconde. J'ai aimé. L'amour nous fait oublier les défauts de l'autre et moi, en aimant profondément, passionnément, merveilleusement ma vie, j'ai compris qu'il ne faut jamais se contenter de vivre. Non. Il faut plutôt donner un sens, un rythme, un air, une mélodie à ce que nous envisageons. Car se morfondre dans la lassitude d'une routine, inévitable, quoi qu'on en dise, ne sera jamais une bonne option. Il convient mieux d'espérer, mais surtout d'oser. La nouveauté, l'inconnu, l'extraordinaire. En osant, nous détruisons chaque barrière qui nous condamne à vivre aigrement. Nous brisons une à une les chaînes épaisses de la langueur. Alors oui, il est déroutant de tenter, de se challenger, d'essayer. Mais là est bien la beauté de l'être humain. Nous partageons tous la vie, mais chacun a ses propres ambitions. De ce fait, il ne faut jamais, au grand jamais, refuser d'entreprendre, car c'est la clé de toutes les réussites. En 2020, nous avons tous eu à revoir nos horizons, que ce soit à cause de voyages annulés ou de séjours prolongés dans nos foyers. Chacun d'entre nous s'est alors essayé à modifier, même un tant soit peu, sa vie. Que ce soit par la lecture, le bricolage, la cuisine, les appels de ceux que nous avions oubliés. Nous avons tenté de faire ce qui avait été mis de côté et nous nous sommes rendus compte que nous passions à côté de l'essentiel. Car comme le dit le Petit Prince, il est invisible pour les yeux, puisqu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Ainsi, nous avons rêvé, plus grand, plus fort et plus loin. Et n'est-ce pas merveilleux, beau et unique de rêver? Vous l'aurez compris, je suis une grande utopiste, qui croit en tout, mais surtout en nous, en vous et en moi. Oui, je crois que nous devons persister, garder notre innocence, continuer de rêver, d'aimer, mais surtout de vivre un peu plus chaque jour. C'est pourquoi l'année 2020 fut parfaite, car nous avons eu chacun la possibilité, la chance, l'honneur et le pouvoir de vivre. Merci. Félicitations Léa. Merci Léa pour cette interprétation assez poétique du sujet. C'était extrêmement bien, extrêmement beau. Tu parlais beaucoup de sens dans ton sujet. Tu disais que le sens était la clé du bonheur ou la clé de l'année parfaite. Quel sens aimerais-tu donner à la vie qui te reste? À la vie qui me reste aux prochaines années. C'est une question qu'il faut bien réfléchir, et bien sûr, comme je vous l'ai dit, je suis utopiste. Donc moi, je vais forcément privilégier le bonheur, mais ça ne veut rien dire. Privilégier le bonheur, ça peut être pour moi, voir ma famille souvent, pour d'autres, avoir un magasin de fleurs, et pour certains, avoir tous les diamants du monde. Mais moi, j'aimerais beaucoup voyager et continuer de voir ma famille, parce que c'est ce qui me semble essentiel. Et également, avoir une profession qui me plaît, même si je ne pense pas que le travail, comme nous l'avons dit au temps précédent, puisse être forcément la clé de la vie.
de pression. Alors on appelle seulement les 3 premiers, les 5 sont récompensés. Hein. D'accord ? Là on va appeler que les 3 premiers. En commençant par la 3e place. Voilà. Et comme chaque place a été longuement discutée, je veux vraiment à mon tour dire le grand plaisir qu'on a eu de vous entendre. Vraiment, c'était admirable. La 3e place est attribuée à Clara. La 2e place est attribuée à Léa. La première place de cette soirée parfaite, d'ailleurs. La première place est attribuée à François. Bonjour, donc je suis aujourd'hui ici pour vous présenter ce jeune homme que vous voyez ici, du nom de Constantin Lubrano. Excusez-moi pour ce lapsus révélateur, Constantin Lubrano. Il est né de l'union de sa mère et de son oncle. Si j'étais une plante, je serais sûrement un arbre. Les cheveux touffus rappellent leurs feuilles à mi-brûlées. Les bras immenses rappellent leurs branches. Ça. Oh, tu mets le bruit de ouf. C'est vraiment gigabelle. En plus, ce midi j'ai pas mangé, j'ai bien faim. Viens, c'est mon repas. Non, en réalité, je crois que c'est vraiment bien. J'aimerais qu'on soit plus qu'amis si possible. Si on peut peut-être se boire un verre dans ce cas et peut-être advenir à plus qu'être amis. C'est comme tu le souhaites. Je t'aime, de ouf. Embrasse-moi. Cher jury, dans le titre Freestyle du Sale, le rappeur Lorenzo a dit une au bout du et l'autre au bout du fil. Je l'ai à la chaîne comme un chinois à l'usine. Alors, si pour certains le travail semble très agréable, voire jouissif, on est en droit de se demander si le chinois qui a confectionné mon pull Zara prend autant de plaisir que Lorenzo. Je pense ainsi que le travail contribue entièrement au bonheur, particulièrement quand on aime ce que l'on fait, et que l'essentiel c'est qu'à la fin de notre vie, on soit fier de ce qu'on a accompli, et heureux de quitter ce monde avec la conscience tranquille et avec le sentiment d'avoir laissé une trace de notre passage dans ce monde. Et pour nourrir cette réflexion, bien que je n'ai pas abordé le lien entre travail, santé et bonheur, je tenais quand même à terminer ce discours par un air bien connu d'Henri Salvador.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de Jésus. Voilà, merci beaucoup.